très particulière pour cette formation-là. Bienvenue à ceux qui ont choisi de s'engager dans cette aventure des relations authentiques. C'est tellement riche. De tout ce qui est vraiment satisfaisant, c'est les relations authentiques, c'est les relations humaines. On peut avoir beaucoup de bien, on peut avoir beaucoup de succès au niveau des carrières, de nos carrières, etc. Mais partout où est-ce que les relations humaines fonctionnent bien, on est heureux. Partout où elles sont en conflit ou en difficulté, c'est difficile. On vit, on se parle, on ne pense pas qu'il faut apprendre à parler, on ne pense pas qu'il faut apprendre à écouter, on pense qu'on fait ça tout le monde. Maintenant, si on devait poser la question, c'est quoi pour vous une relation authentique? Si on devait vous demander cette question-là, qu'est-ce que est pour vous une relation authentique? Une relation authentique, pour moi, c'est une question de feeling, de ressenti. Quand je ressens que je communique avec quelqu'un puis que cette personne-là a de l'écoute, pas de l'écoute physique, là, mais une écoute ressentie. Elle est présente, là? Elle est présente. OK, c'est bon. Merci. C'est une relation qui est vraie, qui n'essaye pas de camoufler des choses, qui essaie de partager vraiment qui camoufle pas vraiment ça. Une relation authentique, c'est une relation qui se montre à nu et qui est franche. OK, c'est bon. Tout comme le groupe témoin, c'est à votre tour maintenant de faire un tour de table et de compléter l'exercice. On a donné comme définition être en relation avec quelqu'un d'autre tout en restant en relation avec soi-même. Vous allez trouver que pendant qu'on est en train de donner la formation, on va mettre beaucoup de temps sur soi-même. C'est-à-dire que une des difficultés dans les relations authentiques, c'est que la problématique, c'est que la personne ne se connaît pas assez. Et évidemment, c'est difficile d'être vrai si moi-même, je ne me connais pas moi-même. Des fois, je me connais moi-même, mais je ne suis pas je trouve pas la manière de dire qui je suis à l'autre. La raison, c'est qu'on a peur de blesser l'autre. On a peur, surtout si on n'est pas tout à fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ou on a peur de si on dit qu'est-ce que j'aime vraiment, des conséquences que ça va créer, etc. Donc, il y a beaucoup, assez bizarrement, dans la relation authentique, il y a beaucoup qui se rapportent à nous et à notre connaissance de nous et les habiletés qu'on a pour nous-mêmes s'affirmer. Pour cette séance-ci, on va faire un petit inventaire de qui je suis et où est-ce que j'aimerais travailler. Et puis, à la fin de la séance, on va se donner des objectifs personnels à nous. Tout au long de l'exposé que je vais vous donner, vous allez identifier quels types de besoins que vous avez besoin de travailler. Et ça va vous permettre de faire un inventaire pour mieux écrire vos objectifs à la fin de la séance. Donc, vous gardez cette feuille-là de côté et moi, je vais prendre les besoins un après l'autre et je vais les développer et vous choisissez vous choisissez lequel de ces besoins-là vous dites, ouais, franchement, dans ce parti-là, j'ai réellement besoin d'investir, j'ai vraiment besoin de travailler. Donc, le premier besoin, c'est d'identifier le modèle reçu. J'ai grandi dans un milieu, j'ai grandi dans une famille, j'ai grandi avec des parents qui m'ont appris à entrer en relation d'une certaine manière. Permettez-moi de vous lire une traduction d'un document archéologique. Un père en colère demande à son adolescent « Où vas-tu? » Mais le jeune veut se dérober de la maison tard le soir et il répond « Nulle part. »
Vieillis un peu, gronde le père. Arrête de flâner sur la place publique et d'errer dans les rues. Va à l'école. Tu me tortures jour et nuit. Nuit et jour, tu perds ton temps dans le plaisir. On pourrait presque entendre ça de la voix des parents d'adolescents, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Pourtant, ça a été traduit d'une tablette sumérienne de 4000 ans avant Jésus-Christ. On a peut-être évolué en ce qui concerne les technologies, etc. Mais dans les relations humaines, c'est pas croyable. On continue de répéter, répéter et répéter la même chose. Tu lis des choses il y a 2000 ans sur la colère, sur l'orgueil, etc. Et on est pareil. On n'a pas changé. Un autre, juste pour le plaisir. Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre peuple si nous dépendons de ces jeunes excités. Tous ces jeunes sont tellement insouciants. Lorsque j'étais adolescent, on nous enseignait à être discrets et respectueux, mais les jeunes d'aujourd'hui sont sauvages et impatients. Et ça date de combien de temps? Poète grec Hésiode, 8 siècles avant Jésus-Christ. Alors, comment ça se fait que c'est encore pareil? C'est tout simplement qu'on imite ce qu'on a reçu. On imite le modèle, on imite le modèle et on imite le modèle. Maintenant, dites-moi, personne a eu une formation d'école de parents, comment on éduque les parents, les enfants, comment on fait, comment on apprend à parler, comment on apprend à écouter. Personne n'a eu ça. C'est même très récent dans l'histoire humaine qu'on a appris quelles sont les habiletés nécessaires qui font que ça fait une différence dans les relations humaines. Alors, puisqu'on ne l'avait pas, on continuait de répéter ce qu'on connaissait. Alors, si tu es dans une famille violente, tu continues d'être violent. Si tu es dans une famille permissive, tu continues d'être permissif, etc. Et même si la personne dit « Moi, en tout cas, je ne serai pas comme mes pères. » Franchement, on l'a tous dit, OK? Être honnête, on l'a tous dit. Quand on arrive dans les vraies affaires, qu'est-ce qu'on fait? Pareil. Et même les gens qui réagissent très, très fort à ce qu'ils ont vécu, au moment où on parle des vraies affaires, ils font exactement ce qu'ils ont connu. En quoi, moi, j'ai grandi qui a fait que je sabote mes relations? Qu'est-ce qui fait? Par exemple, une personne qui dit « Moi, j'arrive pas à me faire des amis », j'ai presque le réflexe de dire « Tes parents en avaient-tu? » Et probablement qu'il n'y avait pas d'amis, leurs parents. Tu vois? Alors, comment je peux apprendre à faire des amis quand mes propres parents ne m'ont pas montré comment faire? Alors, on en donne un exemple, c'est comme ça à foison. La deuxième chose, c'est qu'on veut développer des relations saines. Maintenant, dans la communication et dans les relations humaines, il y a deux volets. Il y a la relation et il y a le contenu de ce qui est dit. Par exemple, toujours dans la communication, la relation vient en premier et ensuite le contenu. Si la relation est bonne, OK, le contenu devient et il peut passer en avant. La relation est bonne. Alors, par exemple, on est ensemble. Aussi longtemps que vous allez être pas pire avec moi, OK, vous allez continuer de m'écouter. À partir du moment où je vais dire de quoi que vous ne faites pas votre affaire ou que même pour une raison quelconque, je vous ai blessé, paf. Là, maintenant, tu ne m'écoutes plus. Maintenant, là, ça ne va pas. Je peux être marié depuis 20 ans avec la même personne. Et tout à coup, il y a une discussion. Maintenant, la relation vient de briser. OK? Quand même que je t'explique pourquoi j'ai fait ci, j'ai fait ça, l'autre n'entend plus. Pourquoi? Parce que la relation est brisée. Je dois reconstruire la relation et après ça, m'expliquer. Alors, on entend souvent dans les conflits, par exemple, des conflits de couple ou des conflits de travail, là, il y a toute une discussion et toute une négociation, mais personne n'entend le contenu maintenant, parce que la relation est brisée. Tant qu'on n'a pas reconstruit la relation, le contenu ne passera pas. Alors, je dois continuellement mesurer la valeur ou la qualité de la relation, parce que c'est ça qui va déterminer si je continue avec le contenu ou non.
Ça aussi, ça va nous prendre un outil pour la mesurer. On va apprendre ça. Mais j'ai besoin de savoir que si la relation, elle est malsaine, ça ne va pas. Le troisième, j'ai besoin d'apprendre à gérer mon monde émotionnel. Et quand je parle de gérer mon monde émotionnel, je suis en train de parler des limites. Mettre ses limites. Par exemple, on dit, on entend l'expression, moi, je ne suis pas capable de dire non. Je ne suis pas capable de dire à l'autre qu'est-ce qui ne va pas, etc. J'ai dit oui, mais je voulais dire non. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Un bel exemple que j'aime, c'est l'exemple des assiettes. OK? Veux pas, toi, tu es une personne, moi, je suis l'autre. Veux pas, nos vies s'entrelacent à quelque part, se juxtaposent. Pendant qu'on est ensemble, on est en train de dépenser le même temps dans la même pièce sur le même sujet. Veux pas, nos vies sont superposées. Mais il est possible là, qu'un de nous envahisse ma vie à moi et que je suis en train de le laisser entrer dans ma vie beaucoup plus loin que moi je voulais. Alors, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle va dire « je me sens étouffée ». Elle va dire « j'étouffe, donne-moi de l'air ». Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, là? Elle est en train de dire, dans cette relation-là, j'ai le sentiment que j'ai permis à l'autre d'aller tellement loin. Mais elle ne dit pas ça de même, elle ne pense pas qu'elle l'a permis. Elle pense que l'autre abuse. Okay? Mais en réalité, elle a donné une permission. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à une place où on étouffe? La seule chose qu'on connaît habituellement, c'est de claquer une bonne colère. Là, je fais une bonne crise, je casse la baraque, et puis, tasse-toi. Puis là, ça peut durer une semaine ou 2 mois, mais l'envahissement recommence. La raison pourquoi c'est arrivé, c'est parce que je n'ai pas été capable d'identifier quand l'autre était en train d'entrer dans ma limite. Encore une fois, c'est relié avec mon modèle parental. Si, dans mon vécu, on n'a jamais respecté mes limites, j'ai pas appris c'est à quoi une limite. Alors, quand l'autre entre dans ma limite, bien, je ne suis pas capable d'identifier. Mon radar est saboté. Alors, à chaque fois, la personne va attendre jusqu'à la fin. Et quand, là, elle étouffe, là, elle sait qu'elle vient de tomber à la limite. Mais ça fait très longtemps qu'elle a dépassé sa limite quand elle est rendue là. Elle étouffe, là. OK? Mais elle n'a pas identifié ça. Donc, c'est important, premièrement, d'être capable d'identifier dans ma vie personnelle quand est-ce que j'ai commencé à me faire envahir. Donc, il y a une partie qui appartient à moi, puis il y a une partie qui appartient à l'autre. Si je prends toutes les responsabilités de tout le monde, évidemment, je vais écraser. Et je vais me sentir coupable parce que je suis en train de prendre la responsabilité de quelqu'un de l'autre, ça ne m'appartient pas. Alors, d'apprendre à lire qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, apprendre à lire qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'autre, qu'est-ce qui est de ma responsabilité, ça fait partie des habiletés, ça. Je dois être capable de la nommer, puis je dois être capable de l'enseigner à l'autre. Regarde, ça ne m'appartient pas. Si je ne suis pas capable de faire ça, nécessairement, je vais avoir de la difficulté à gérer mon monde émotionnel. Le quatrième besoin qui ressemble est très relié avec ce que je viens de dire, c'est ma capacité de me responsabiliser personnellement. C'est-à-dire que autant je peux me sentir envahi parce que l'autre veut que je fasse quelque chose, autant je peux être l'envahisseur. C'est-à-dire que j'attends que l'autre fasse quelque chose pour moi et j'exige que l'autre fasse quelque chose pour moi. Donc, je ne reconnais pas ma responsabilité. OK? Pourquoi? D'où ça vient, ça? L'exemple qui vient facilement dans ma tête, c'est l'exemple du bébé. Le bébé, il naît, il est totalement démuni, totalement dépendant. Alors, qu'est-ce qu'il fait?
il pleure. Là, il y a une grosse masse noire qui arrive au-dessus du berceau. Puis là, il se passe de quoi, puis là, je tombe bien. OK. La grosse masse noire, elle doit décider si c'est faut manger, il faut dormir, il faut changer les couches, etc. OK? Autrement dit, il y a quelqu'un à l'extérieur de toi qui décide qu'est-ce que tu as besoin, qui le résout, puis là, tu tombes correct. Là, on continue de grandir. Puis on continue de grandir dans la même direction. Tout à coup, à 5 ans, je pleure encore, puis là, il y a une grosse masse noire qui arrive, ça arrange les affaires. Mais quand j'arrive adulte, qu'est-ce qui se passe? Écoutons nos collègues de travail. Qu'est-ce qu'ils disent? « Oh, la compagnie, c'est ci, c'est ça, gna, gna. » Qu'est-ce qu'ils disent? « La compagnie devrait résoudre mon problème. » C'est ça qui se passe. Maintenant, on continue de pleurer et de chialer, comme si on était des adultes, mais en réalité, on veut que quelqu'un prenne la responsabilité de ma part. Viens régler mon problème. Donc, je dois apprendre à identifier à quoi ça m'appartient, cesser de vivre en victime, puis d'attendre que l'autre résolve mon problème et que je commence à, moi, investir dans ma vie et de résoudre mon problème à moi. Donc, me responsabiliser. Alors, évidemment, encore là, j'ai besoin d'identifier qu'est-ce qui appartient à ma responsabilité, qu'est-ce qui n'appartient pas à ma responsabilité. Alors, on se retrouve avec deux grands axes. Le premier axe, c'est que je suis totalement dépendant au début de ma vie, hein, comme bébé, et je dois devenir totalement autonome. OK? C'est ça l'intention. La personne mature qui est capable d'avoir une relation authentique est capable de développer une pleine autonomie. Je ne dis pas une pleine indépendance. On s'entend? Je parle d'une pleine autonomie. C'est très différent. Okay? On est tous dépendants les uns des autres. On doit reconnaître cet aspect-là, mais on a besoin de l'autonomie. Et j'ai la pleine responsabilisation, la maîtrise de ma vie, comme le deuxième axe. J'ai aucune maîtrise de ma vie à aller vers la maîtrise de ma vie. Encore là, la vie nous apprend qu'on est dépendant d'un très grand nombre de choses, mais je dois aller vers cette maturité d'identifier qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, et de faire ce qui doit m'appartenir. La communication, moi, j'ai des styles. Ça aussi, c'est lié avec la manière dont j'ai été élevé. Par exemple, si dans ma famille, quand on se parle, on crie, bien, ça va être comme ça. On va parler en haussant le ton. On ne croit pas que quelqu'un peut me comprendre si j'ose pas le ton. Si j'ai appris qu'il faut que j'écrase quand l'autorité parle, à chaque fois que l'autorité parle, je m'efface. Ça aussi, c'est malsain. Autrement dit, je peux avoir un style de communication qui se résigne, qui fuit, ou je peux avoir un style de communication qui attaque. Il y a des gens que tu dis, j'ai l'impression que je marche sur des œufs. Tu sais? Autrement dit, tu ne sais jamais quand tu vas peser sur le piton, puis là, ça va partir. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont appris une manière de pas juste pour ça, mais on s'entend que je semble parler en absolu, mais tout est interrelié, là. Mais j'essaie de clarifier les différents types de besoins de communication. Donc, ça aussi, c'est un élément pour lequel je dois me regarder. Est-ce que dans ma communication, j'ai une tendance à attaquer, à fuir, à ne pas m'affirmer? Comment je parle aux gens autour de moi? OK? Le sixième besoin, c'est la capacité d'approfondir mon niveau de communication. Il y a plusieurs manuels qui parlent des niveaux de communication. Il y a plusieurs types. En voici un modèle à 5 niveaux. Le premier niveau, c'est la communication utilitaire. Et ça, c'est un échange de renseignements. Je peux être au premier niveau en appelant la secrétaire pour trouver un renseignement pour un appointement médical, demander à ma femme à quelle heure on part,
demander à ma fille combien ça a coûté. Bon, des renseignements utilitaires, il n'y a aucun engagement, tout ça. Point. Un échange de renseignements. Le deuxième élément, c'est la communication impersonnelle. C'est-à-dire, on parle, mais c'est jamais de l'intérieur, c'est toujours de l'extérieur. On parle de la game de hockey, on parle on est des bons gérants d'estrade, on parle de température, etc. Tout est à l'extérieur. Beaucoup, dans les milieux de travail, on a ça. Les gens parlent du gouvernement, ils parlent d'occupation double, ils parlent de n'importe quoi, mais c'est pas eux. Troisième niveau, là, on commence à parler de nous. On commence à donner des renseignements à propos de nous. Je suis allé ici, je suis allé là, j'ai fait ci. En fin de semaine, j'ai été à la pêche, j'ai poigné un poisson le lendemain. Bon, on parle de nous, et on parle de nos activités. Encore là, c'est encore assez impersonnel parce qu'il y a des renseignements, mais des renseignements à notre sujet. Le quatrième niveau, c'est une communication personnelle. Je parle de moi, de ce qui m'appartient, ce que j'aime pas. Et là, il y a plus un élément affectif, émotionnel. Donc, là, on commence à être dans le plus personnel. Et finalement, là, la communication intime. Et ça, c'est la place où, par exemple, je te dis, regarde, quand tu fais ça, ça me blesse. Wow! Là, on est dans le dangereux, OK? Parce que je parle de quelque chose de moi qui n'est pas nécessairement agréable. Ça peut être aussi quelque chose qui est très agréable, mais qui me rend très vulnérable. Quand tu fais ça, ça me fait tellement du bien, ça me console. Okay? Donc, c'est une relation, une communication intime qui me place dans une situation à la fois vulnérable, mais qui exprime mes peurs, mes besoins, mes sentiments, mes doutes, etc. Moi, quand je te parle dans ce niveau-là, tu me connais comme une compagnie d'ordinateurs disait « What you see is what you get hein? ». Ce que tu vois, c'est ce que tu entends, c'est ce qui se passe. That's it. Communication intime. C'est à nous à décider, okay? Parce que la communication intime, ça ne se fait pas avec n'importe qui. On doit évaluer à quel niveau. Et tous les niveaux ne sont pas mauvais. Sauf que si je n'arrive jamais à descendre au 4e niveau ou au 5e niveau, là, j'ai un problème. Parce que je ne suis jamais dans une place où je suis totalement authentique et je suis jamais... La personne qui est avec moi ne me connaît pas, vraiment. Alors, ce qui se passe, c'est que si... il se passe deux choses. Si je ne dis pas qui je suis vraiment, la personne qui le retient, c'est-à-dire moi, parce que je ne le dis pas moi-même, en dedans de moi, ça dit, si tu me connaissais complètement, peut-être que tu ne voudrais plus être avec moi. Fait que je demeure dans le mot conditionnel. Je n'arrive pas à entrer en relation avec l'autre pleinement parce que je ne sais pas si tu me connaissais vraiment, si tu continuerais de m'aimer. Ça, c'est très malsain. J'ai besoin de savoir que tu es capable de m'aimer avec le blanc et avec le noir. Dans des relations, particulièrement dans une relation de couple ou une relation avec les enfants, c'est fondamental que je sois aimé inconditionnellement avec le blanc et le noir. Mais si je ne le révèle pas, eh bien, on n'est pas dans le vrai. Le 7e besoin, j'ai besoin de développer des attitudes d'empathie, d'acceptation et d'authenticité. Assez bizarrement, j'ai trouvé dans mon expérience personnelle que si je dis à quelqu'un « développe de l'empathie », la prochaine question, c'est « ouais, mais on fait ça comment? » Si je te dis « faut que tu aies une attitude d'acceptation », comment je vais y expliquer ça, là? OK? Si je te dis « il faut que tu sois authentique », je veux bien, là, mais ça ressemble à quoi? Comment je vais mesurer que je l'ai réussi, là, tu sais? Alors, j'ai trouvé que les attitudes se développent
facilement si je comprends les habiletés qui sont reliées avec les attitudes. Alors, si j'ai compris que l'empathie est reliée avec l'écoute et que je suis capable de nommer que j'écoute et que je suis capable de l'évaluer, mon écoute, et la valeur de mon écoute, je saurai que je suis empathique. Peut-être que moi, je ne me sentirai pas différent, mais l'autre va sentir qu'il se sent compris. On s'entend? C'est différent. Si je veux développer l'acceptation, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable, en présence de la personne, puis qu'elle me dit, regarde, quand je te parle, je me sens jugé. Peut-être tu vas dire en toi-même, regarde, moi, je ne veux pas faire ça, je veux vraiment t'accepter. Là. Mais elle a dit, ça fait rien, moi, c'est le même que je me sens avec toi. Je suis quand même pas capable de nier qu'est-ce qu'elle vit. OK? Mais pourquoi est-ce que ça sent comme ça? Mais il est probable qu'il y a une habileté que tu fais, que tu n'as pas, qui fait que tu produis ça. Même si sincèrement à l'intérieur de toi, tu ne veux pas faire ça. OK? Par exemple, on va le voir un peu tard, mais je veux montrer de l'acceptation, et là, la personne te raconte un problème, puis là, tu dis, oui, mais moi, si j'étais à toi, je te ferais ça de même. Là, tu commences à lui donner un conseil. Toi, tu veux être très sincère dans ton histoire, mais la personne a dit, oui, c'est ça, hein, je fais dur, j'aurais dû le savoir, et elle se sent jugée. Mais moi, je ne voulais pas la juger, je voulais l'aider. OK? Le troisième élément, l'authenticité, c'est cette capacité de révéler qui je suis d'une manière acceptable et responsable, sans tout casser la baraque, et en reconnaissant mes besoins et en reconnaissant les besoins de l'autre. Donc, j'ai besoin de développer ces attitudes-là. Et évidemment, c'est pas moi le premier bénéficiaire, dans le sens que c'est pas moi qui va le vivre pleinement comme l'autre qui le reçoit. Mais je vais développer nécessairement les relations en profondeur parce que l'autre va vouloir continuer d'être avec moi. Recevoir l'autre inconditionnellement est relié avec les attitudes d'acceptation, évidemment. Mais j'ai voulu le mettre là pareil parce que cette capacité de retenir son jugement n'est pas évidente. L'enfant, l'autre personne qui te parle, etc., tout de suite, il vient des pensées dans sa tête. Et ces pensées-là sont lues par l'autre. Même s'ils ne sont pas dites, ils sont lus par l'autre. On se lit. Hein? Les études nous disent que notre non-verbal parle plus fort que le verbal. Alors, on connaît ça abondamment. Alors, veux pas, si moi, même si je veux pas faire ça, si ce qui se passe dans ma tête, l'autre le lit. On peut lire à livre ouvert. Et c'est vraiment assez spécial parce qu'on sous-estime le fait qu'on est vraiment capable de lire beaucoup plus qu'on pense, l'autre. Des fois, on n'est pas capable de le nommer, mais on peut sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la capacité de recevoir l'autre inconditionnellement et de vivre avec des valeurs différentes, par exemple. C'est pas évident d'être en présence de quelqu'un qui a des valeurs différentes de nous. Ensuite, de résoudre des conflits sans perdant. C'est relié avec les attitudes et c'est relié avec nos habiletés. La plupart des résolutions de conflits qu'on a appris dans la vie, il y a quelqu'un qui perd. On règle le problème. Et évidemment, ce qui se passe, et où on l'a appris surtout de notre modèle reçu, les parents, on est pressés. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis là, on va au plus court. OK? Au bout de la ligne, je pourrais faire la démonstration qu'au bout de la ligne, on a pris le chemin le plus long, mais on dit à l'enfant, « Fais pas ça, fais ça. » L'enfant vient de perdre, mettons, et on a appris ça. On a appris que l'autorité, si on entre dans un conflit, le plus fort va faire que l'autre s'impose à l'autre. J'ai appris aussi que des fois, s'il arrive un conflit, je suis mieux de sortir dedans, de toute façon, je vais perdre. Il y a des gens qui ont déjà perdu le conflit avant même d'avoir commencé parce qu'ils ont appris que dans la vie, on perd le conflit si on rentre dedans.
Comment est-ce qu'on va faire que nous, quand on est ensemble et qu'on est en face à un conflit, on va devenir des alliés pour le résoudre plutôt que des ennemis pour l'imposer à l'autre la solution. Donc, résoudre des conflits sans perdant, ça être dans une situation où l'autre monte. J'étais dans ma vie, j'ai 2 filles et évidemment, ils n'ont pas appris ça, mais ils ont appris qu'ils ne perdaient pas quand ça ne va pas. Alors, quand il arrivait un problème, je n'étais pas en présence de personnes qui étaient en train de revendiquer quelque chose. Il n'y avait pas cette peur de perdre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que dans la vie, on ne peut pas échapper aux problèmes. On va rencontrer des problèmes, c'est certain. Mais que les problèmes, on peut les visiter et on peut arriver à ne pas les perdre. Et enfin, évidemment, comment est-ce que je peux prévenir des conflits? Alors, ça, c'est aussi, c'est un peu bizarre en disant ça. Comment est-ce que... je le dis parce que, quelquefois, il y a une personne, elle va te dire, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais partout où je vais, ça casse. Partout où je vais, la chicane pogne, etc. Ils ont comme développé la culture de développer des conflits, et puis ils ne trouvent pas une manière de vivre les choses normalement sans conflit. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de conflit. On voit ça beaucoup dans les familles violentes, où c'est un conflit permanent. Au moment où il y a la paix, il faut que quelqu'un fasse un conflit, parce qu'on n'est pas dans quelque chose qu'on connaît. Alors, tout à coup, on se retrouve dans une culture de conflit en permanence. C'est pas normal, mais c'est parce que je l'ai appris comme ça. Alors, comment est-ce qu'on va... Qu'est-ce qui fait qu'on soulève un conflit? Qu'est-ce qui fait qu'on a créé le problème nous-mêmes? Ou qu'est-ce qui fait que tout à coup, est-ce que je suis capable d'identifier que ça va créer le conflit si je vais continuer dans cette direction-là? Ou moi, je n'ai rien créé, mais l'autre, je le vois, s'il continue d'aller dans cette direction-là, il va en créer un. Comment je vais lui enseigner de ne pas le créer, le conflit? Comment je vais lui enseigner que, regarde, va pas par là, tu vas casser la baraque, comme on dit. La 11e, devenir une personne d'influence. Alors là, c'est intéressant. Je dirais, de toutes les personnes d'influence, c'est eux qu'on a les plus beaux souvenirs, n'est-ce pas? Une personne qui nous a fait du bien dans la vie, qui ont été majeurs. Ça peut être nos parents, ça peut être un professeur. Moi, j'ai eu un metteur en scène de théâtre et, qui était une personne d'influence dans ma vie, et dans ses relations humaines et dans sa capacité de nous exciter à ses projets. Tu sais. Mon père avait un peu semblable aussi. On ne sait pas pourquoi, tout à coup, on est embarqué dans son affaire. Comment ça se fait? Puis, et quelquefois, j'entendais ma mère « Ah, ben, embarque-la pas encore dans tes affaires! » Puis, il faisait juste parler de ses passions, puis il était parti. Puis on le suivait. Donc, une personne d'influence. Je vais vous inviter à écrire un petit peu, maintenant, à qui vous pensez quand quelqu'un s'exprime pour que l'autre puisse comprendre. Peut-être il y a différentes personnes que tu entends. Résous les conflits sans perdant. Écoute pour que l'autre puisse parler. S'exprime pour que l'autre puisse comprendre. Manifeste ses valeurs pour que l'autre puisse évoluer. Alors, juste prendre ces choses-là, puis pense à quelques personnes à qui tu penses maintenant, qui sont significatives dans ta vie, et pourquoi elles ont été significatives. Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré, tout en respectant le temps qui vous est alloué. Alors, j'aimerais vous demander, quelques-uns, peut-être de nous partager une personne à qui vous pensez qui a été significative, puis pourquoi? N'importe qui aimerait s'y lancer.
moi j'ai une grande amie, elle sait réfléchir ou elle sait me donner le temps de réfléchir sur ce qui se passe pour mieux décoder ou analyser. Puis elle a la capacité de mettre des mots sur des sentiments, ce qui n'est pas facile tout le temps quand on est pris dans le problème. Fait que souvent, c'est un brin de jasette avec elle, puis elle me sort des mots, puis je dis, c'est ce mot-là. Exactement. Merci. OK, je vais continuer à cheminer, je te rappelle demain. Oui. Un petit cue, là, qui est... C'est à votre tour, maintenant, de partager mutuellement les réponses que vous avez écrites dans cet exercice. Alors, vous voyez, il y a plusieurs personnes, puis vous allez voir que ça va venir dans votre tête en cours de route, qui sont des gens d'influence. Et chacun de nous, on peut devenir une personne d'influence aussi dans la vie de quelqu'un. Nécessairement, on est toujours en train de se côtoyer à droite et à gauche avec différentes personnes. Donc, sur la base de ces 11 besoins-là qu'on peut identifier, et sur la base de vos relations, vous avez une feuille qui exprime votre réseau de relations, OK? Nommez spontanément les relations satisfaisantes et non satisfaisantes dans votre réseau. C'est la feuille en étoile, là. Alors, il y a des gens que tu penses à eux, tu dis, ça, c'est très satisfaisant. Il y a des personnes que tu penses à eux, ça, c'est vraiment pas satisfaisant. Ça vient dans ta tête comme ça. Mets leur nom, OK? On est en train de faire l'ensemble de l'inventaire des besoins sur lesquels on va travailler nos objectifs. OK? Donc, si tu penses à quelqu'un en particulier, une personne que tu aurais peur de parler avec, ou un conflit qui n'est pas résolu, tu sais, qui est lourd, qui est latent, ou une personne qui t'a beaucoup, que tu aimes beaucoup être avec elle. J'aime vraiment être avec elle. Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué. Sur la base de l'ensemble de ce que je viens de vous dire, vous allez écrire vos objectifs personnels pour le temps de la formation. On va les revisiter, des fois on va les changer parce qu'on va les améliorer, etc. Donc, vous allez écrire vos objectifs personnels. Maintenant, il y a une manière d'écrire vos objectifs personnels. Si, par exemple, tu es parent puis que tu as un problème avec ton enfant, puis tu dis, je voudrais que Luc soit plus doux, OK? Le problème, c'est très difficile de mesurer ce désir-là. Alors, il faut absolument que tu écrives les choses en termes de comportement. J'aimerais que Luc s'exprime sans crier quand il me parle. Alors là, je peux le mesurer, puis l'autre peut le mesurer. Tout le monde peut mesurer. OK? Donc, je vais vous inviter à écrire 4 objectifs, que ce soit avec ton employeur, ton employé, avec ton conjoint, n'importe quoi. Quelque chose que tu voudrais atteindre. Ça peut être pas rien à voir avec les autres. J'aimerais davantage développer l'authenticité. OK, bien là, il va falloir que je le nomme en comportement. OK? Ça va ressembler à quoi quelqu'un... Quand je vais être plus authentique, je vais le savoir comment, quand je vais le savoir. OK? Alors, je vous invite à faire les objectifs. Et ensuite, tout à l'heure, on va revenir, on va parler des objectifs. Puis, si tu as un doute sur comment tu as formulé ton objectif, on va t'aider à la formuler en termes de comportement. Alors, je vous donne quelques minutes pour formuler vos objectifs. Alors, c'est à vous maintenant de compléter l'exercice écrit suggéré tout en respectant le temps qui vous est alloué.
Donc, je vous écoute. Moi, je peux parler, peut-être? Oui, ben oui. Je me suis mis 3 personnes. J'ai mis des noms fictifs. OK. Mais dans ma tête, je sais c'est qui. OK, c'est bon. Le premier, je l'appelle Jean. Et j'aimerais mieux m'exprimer quand je le rencontre. J'aimerais mieux me faire comprendre. OK. Ça, c'est un petit peu l'objectif. Et comment tu vas savoir que tu t'es mieux exprimé puis mieux compris avec Jean? Ça va être quoi la mesure? C'est parce que pour l'instant, il y a comme une agressivité de sa part. Il y a comme... OK. Je ressens de lui que j'y fais mal. OK. Alors, tu vas l'écrire de même. J'aimerais que quand je parle à Jean, Jean demeure calme et qu'il ne se sente pas attaqué. OK. OK. Donc là, tu vas pouvoir le mesurer parce que quand tu parles à Jean et qu'il continue d'être agressif, tu sais qu'il faut que tu travailles encore ton objectif. OK. Un autre? Je sens que la communication n'est pas bonne. OK. Donc, et la raison pourquoi tu sens que la communication n'est pas bonne, c'est quoi? C'est qu'il ne se parle pas? Il ne s'ouvre pas. OK. Donc, j'aimerais que Jean, on va l'appeler, ils vont tous s'appeler Jean, là. OK? Pauvre Jean. OK, pauvre Jean. Tu sais, avoir des problèmes avec moi. J'aimerais que Jean me parle occasionnellement de ce qu'il vit émotionnellement. OK, ouais. Ça, c'est un bel objectif. Alors là, tu vas être capable de mesurer si tu arrives à ton objectif parce que tu vas l'entendre, et puis pas juste toi qui vas l'entendre, mais tous ceux qui vont être observateurs vont l'entendre. OK? Un objectif, c'est quelque chose qu'on est capable n'importe quel observateur serait capable de voir. J'aimerais que dans la maison, il y ait plus d'harmonie. Si je rentre dans la maison puis que je ne vous connais pas, je ne sais pas. Mais si je rentre dans la maison puis que tout le monde crie, j'aimerais que dans la maison, les gens se parlent doucement. Bien, moi, si je rentre dans la maison, je suis capable de mesurer que les gens se parlent doucement. C'est à votre tour maintenant de partager mutuellement les réponses que vous avez écrites dans cet exercice. Je vais terminer avec deux éléments pour cette formation-là. La première, je me soucie de vous. Il y a des éléments dans notre vie où on est totalement inconscient qu'on est incompétent. On ne le sait pas qu'on ne le sait pas. Ça nous fait pas mal parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. OK? Dans une formation comme celle-là, il va y avoir beaucoup de choses qu'on va faire que vous allez devenir conscient que vous ne le savez pas. Et là, pour certaines personnes, ça fait un effet de découragement. Parce que là, ils savent. Mais ils ne sont pas capables de le faire pareil. Même si je le sais, je ne suis pas capable de le faire pareil. Ça fait un effet de découragement. Peut-être, rappelle-toi que ça fait partie. En réalité, tu as été juste un peu plus loin. Tu es beaucoup plus avancé qu'avant que tu ne savais pas. Au moins, ça peut t'encourager. Tu as avancé. Éventuellement, je sais que tu ne seras pas capable de faire... On va apprendre des techniques, là. Puis je sais que tu ne seras pas nécessairement capable de les utiliser tout de suite. Mais on fait juste un premier pas. Peut-être, quelques-uns d'entre vous, vous allez être capable d'être un peu plus outillés, puis vous allez devenir conscient que vous êtes compétent. Jusqu'à ce que, dans la traduction, ça disait inconscient compétent, là, mais moi, j'aime mieux naturellement compétent, c'est-à-dire je le fais sans y penser. C'est devenu intégré dans ma vie, puis that's it. Je le fais naturellement. Puis je ne suis pas en train de dire « Ah là, il faut que je fasse une écoute. » Non, ça roule comme ça. OK? Maintenant, puisque la plupart d'entre nous, et vous êtes en train d'écouter la vidéo maintenant, le danger, c'est qu'il y a quelques-uns qui se déclarent professeurs. Et ça, c'est un peu plus risqué. Pas de prof. Juste suivre la formation et on est tous égaux.
et on est en train d'apprendre ensemble cette formation-là. Alors, on termine avec un petit devoir. Vous allez reviser vos objectifs et je vous demande de devenir conscient de là où vous êtes insatisfait dans vos relations personnelles. Dans la vie de tous les jours, vous allez devenir conscient, ça pourrait être amélioré. Ça, j'aimerais ça que ça soit mieux. OK? Devenez conscient de ça. Et on se revoit la prochaine fois. Je vous encourage à utiliser votre journal de bord. Vous avez des lectures et des travaux pratiques qui vous sont suggérés. N'hésitez pas à consigner vos observations personnelles, vos découvertes, vos expériences liées aux habiletés que nous cherchons à vous communiquer. Bon courage!